Bonjour, Chronique Littérature aujourd'hui, puisque je vais vous parler des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, publiées aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Donc le recueil dans sa première forme avait été publié en 1938, il a été réédité en 1963 et un petit peu retravaillé, il a intégré la collection L'Imaginaire en 1978, et l'édition dont je vais vous parler date de 2016. C'est un livre assez court puisqu'il fait 150 pages environ. Cela faisait des années que je disais vouloir lire Marguerite Yourcenar. Pour plein de raisons, ce nom revenait sans cesse en lien avec telle autre lecture ou telle autre encore. Les mémoires d'Adrien notamment prennent la poussière depuis bien 15 ans dans ma bibliothèque de chevet. Mais les Nouvelles orientales étaient un autre titre régulièrement croisé ici ou là. À vrai dire, je m'étais même procuré ce petit recueil relativement récemment. Sous un prétexte futile, je savais que s'y trouvait une nouvelle d'inspiration japonaise de la part d'une autrice qui consacrerait ultérieurement un essai à Mishima, un autre petit livre qui prend la poussière dans mes rayonnages. Bah, c'est un prétexte qui en vaut bien un autre, puisque j'ai enfin lu ce très beau recueil. Mais tout récemment encore, l'apologie par une camarade de Comment Wang Fo fut sauvé, la nouvelle introductive du recueil, mais seulement à partir de sa deuxième édition en 1963, peut-être la plus célèbre aussi. Cette apologie est donc sans doute ce qui m'a amené à sauter le pas très concrètement, alors merci beaucoup. Il faut s'entendre sur ce titre de Nouvelles orientales, et sans doute en commençant par cette notion d'Orient, puisqu'elle a été déterminante dans ma lecture. C'est une conception très large. L'Orient de Yourcenar commence aux Balkans, sinon à la gare de l'Est. De fait, l'autrice avait alors beaucoup voyagé en Grèce et en Serbie, etc. C'est le cadre privilégié de ces Nouvelles orientales, 6 sur 10. L'Orient plus lointain, l'Orient tel qu'on le conçoit presque intuitivement, est finalement assez peu abordé. Le monde musulman d'ailleurs est ignoré en dehors de la présence turque dans l'Europe méditerranéenne, reléguée de manière générale à, quand elle est là, à un rang d'antagoniste. Au-delà, une nouvelle indienne, une chinoise, une japonaise. Donc, le recueil se conclut par ailleurs avec une nouvelle qui n'a absolument rien d'oriental. Elle se déroule à Amsterdam, l'Orient n'y est qu'à peine envisagé, en 3 mots pour évoquer les voyages passés. Qu'importe, la tristesse de Cornelius Berg offre un ultime reflet autrement sombre à comment Wang Fo fut sauvé, ce qui suffit bien à justifier sa présence ici. Ces nouvelles orientales par ailleurs sont essentiellement des contes. Marguerite Yourcenar puise dans la mythologie, le folklore, les légendes, les faits divers, exceptionnellement les œuvres purement littéraires. En fait, cette dernière possibilité concerne précisément la nouvelle japonaise qu'est Le Dernier Amour du prince Genji, qui développe habilement un épisode passé sous silence dans le monumental dit du Genji de Murasaki Shikibu, soit les circonstances de la mort du prince resplendissant. Dès lors, avec quelques exceptions, la surnature y a régulièrement sa part, sous la forme d'un merveilleux édifiant, taoïste, chrétien, etc., ou de la mythologie indienne, grecque, si le terme de fantastique ne paraît pas tout à fait convenir, encore que parfois. Mais de toute façon, certaines de ces histoires se passent très bien de ces manifestations impossibles, et les plus réalistes ne sont pas toujours les moins étranges ou grotesques. Mais tout cela en fait bien un titre qui a assurément sa place dans cette collection L'Imaginaire, qui ne l'est parfois pas tant que cela, imaginaire. J'ai cru comprendre d'ailleurs que c'en était une des publications les plus populaires. Il y a peut-être un revers à cette médaille. Ces textes, je suis persuadé qu'ils se suffisent eux-mêmes, c'est une évidence, renvoient régulièrement à tout un univers de pensée qui nous est globalement étranger et font parfois preuve d'une certaine érudition dont tous les lecteurs, votre serviteur parmi tant d'autres, ne disposent pas forcément. Cela ne gêne en rien le plaisir de la lecture au premier degré, disons, mais cela peut rendre plus délicate l'approche critique. En fait, c'est précisément le cas du Dernier Amour du prince Genji qui me paraît révélateur de ce fait. Pour le coup, je disposais, au moins dans les grandes lignes, des clés pour comprendre l'univers référentiel de cette nouvelle. Ce n'est certainement pas le cas pour bien d'autres, par exemple les deux histoires renvoyant au personnage de euh, Marko Miarchevich. Je l'ai sans doute prononcé très très mal et je vous prie de m'en excuser. Et si comment Wang Fo fut sauvé par exemple à quelque chose d'universel, je me doute cependant que la connaissance du contexte spirituel et philosophique du conte, avant même son contexte historique, pourrait assez légitimement modifier la lecture. Bon, ce n'est peut-être pas si problématique que cela. Dans son post-scriptum, Marguerite Yourcenar elle-même donne quelques pistes et semble avancer que le cas du dernier amour du prince Genji est justement assez à part. La beauté des textes suffit de toute façon à emporter l'adhésion. Or, l'autre trait d'union de ces nouvelles orientales est bien sûr la pureté de leur style, d'une élégance classique emplie du souffle des vieux mythes et légendes. La plume de Marguerite Yourcenar est parfaitement appropriée à ces récits empreints d'une délicieuse majesté archaïque. Leur forme même incite à la récitation à haute voix, et c'était précisément ce qu'il fallait ici.
Et cela reste vrai même quand, assez régulièrement d'ailleurs, l'autrice enrobe son récit mythique d'un contexte contemporain. Là, des voyageurs qui s'édifient mutuellement, ici un autochtone un peu revêche, mais en même temps tout à fait désireux d'enseigner aux ignorants de passage les hauts faits antiques qui ont rendu immortels leur petit village perdu dans les monts et dans les forêts. La bascule entre ces deux univers est à vrai dire particulièrement savoureuse, et dans tous les cas, l'extrême précision de la plume de l'autrice suscite un véritable festival de sentences parfaites, de celles qu'on est tellement tenté de citer, comme contenant en elle-même, à elle seule, tout un univers, un récit à part entière et qui pourrait se suffire à lui-même. Il serait vain dans le cadre de ce blog d'examiner chaque nouvelle une à une, d'autant que je n'ai probablement pas les épaules pour ce faire. Je suppose par contre que d'une manière très bloguesque pour le coup, je peux cependant lister les textes qui m'ont le plus parlé. Si je devais n'en retenir que trois, le tiercé c'est son dada, ce serait probablement les suivants dans le désordre. Sans surprise, le dernier amour du prince Ganji est du lot. Récit aussi malin que poignant, variation pertinente sur le chef-d'œuvre de Murasaki Shikibu, un récit totalement exempt de surnature pour le coup. À la différence de comment Wang Fo fut sauvé, le plus immédiatement saisissant de ces dix récits peut-être, le plus célèbre aussi je suppose, et la meilleure des introductions à ces nouvelles orientales. Ici, l'art sauve, cela ne sera pas toujours le cas. Je citerai enfin La Veuve Aphrodisia, histoire sombre et douloureuse, rude en même temps que bouleversante, où l'amour passionnel rejette avec vigueur les restrictions d'une pesante et bien souvent hypocrite moralité. Mais il est bien d'autres textes saisissants, comme l'excessif et grotesque Le Sourire de Marco, la belle fable Notre-Dame des Hirondelles et sa résolution bien heureusement syncrétique, ou encore ce cruel lait de la mort qui contribue, avec quelques autres textes, à illustrer les malheurs mais aussi les révoltes des femmes dans cet Orient historique, qui est parfois tout autant le monde, sous la figure tutélaire peut-être de Kali décapitée, déesse céleste et putain terrestre, à qui le sage révèle la beauté des contradictions. Les Nouvelles Orientales sont un superbe recueil à la hauteur de la réputation de l'autrice. Je suis heureux d'avoir enfin entrepris de lire Marguerite Yourcenar et il me faudra ne pas m'arrêter là. D'autres œuvres immenses, je n'en doute pas, attendent depuis bien trop longtemps que je les retire de mes rayonnages.